Bonjour à tous. Florence, bonsoir. Bonsoir. Oh, bonjour, bonsoir. On enregistre du matin au soir, donc on ne sait plus, c'est pas grave. Donc là, il est tard. Donc Florence a la gentillesse de venir nous rencontrer aujourd'hui, ce soir. Et donc, avant qu'on démarre, je voudrais juste rappeler que ATL est une chaîne qui est dédiée aux plus jeunes d'entre nous, qui sont en orientation ou en réorientation professionnelle. Elle a vraiment pour objectif de vous présenter un maximum de métiers existants, des plus traditionnels aux plus émergents, en passant par les postes artistiques et artisanaux qui sont si importants pour notre magnifique pays. Voilà. Donc, ce soir, c'est Florence qui vient nous présenter son métier. Avant que je lui laisse la parole, je voulais saluer Maëva et Nathan qui sont derrière la caméra et qui nous accompagnent toujours aussi fidèlement. Florence, est-ce que tu es prête ? C'est parti. C'est parti. Alors Florence, dis-nous ce que tu fais de beau sur cette planète. Eh bien, dans la vie, je suis chef de service conservation et restauration au Centre national des arts plastiques, donc le CNAP. Voilà. D'accord. Alors ça, c'est le titre. Oui. Alors on va préciser tout de suite, oui, parce que restauration, conservation, il y en a peut-être qui vont penser que tu bosses à la Belle-Îloise ou chez Sodexo. Donc on va tout de suite préciser que c'est que la partie artistique. Voilà, c'est ça. Donc c'est au Centre national des arts plastiques, qui est une structure qui vient principalement en soutien aux artistes et qui achète chaque année depuis la fin du 18e pour justement constituer une collection nationale. Donc en tant que chef de service conservation restauration, je m'occupe donc d'une partie de la gestion de la collection. Donc on parle vraiment d'œuvres d'art et pas du tout de restaurant ni d'alimentation. Bien aussi. On parle vraiment donc d'œuvres d'art et de leur pérennisation en fait dans le temps. Comment est-ce qu'on les conserve ? Quelles sont les interventions qu'on va faire pour les bichonner pour que tout le monde puisse en profiter sur le territoire en France. Donc, je dirais, c'est un spectre national, ton job. Exactement, oui. Le Centre national des arts plastiques, qui a vraiment vocation à faire rayonner la culture et l'art sur le territoire français. Donc, par le biais de prix pour des expositions, pour des œuvres en dépôt. Donc là, ça va être des prêts de longue durée dans d'autres musées nationaux, territoriaux, municipaux. Et c'est aussi des œuvres qui vont être en dépôt dans des administrations publiques, des ministères, des ambassades, comme le Sénat, par exemple, aussi. Ok, on creusera tout à l'heure qui décide des œuvres d'art qui vont aller à tel et tel endroit. Alors ça va passionner tout le monde parce qu'on n'en parle pas très souvent de tout ça. Et on est tous concernés, on aime bien avoir de belles choses dans les lieux publics. Toi, ça c'est le cadre. Oui. Et toi, en tant que chef de service, qu'est-ce que tu fais alors ? En tant que chef de service, du coup, j'encadre une équipe de 3 personnes qui ont chacune leur spécificité par rapport à la collection elle-même. Donc, par exemple, beaux-arts, photos, installation mécanique, etc. Donc, beaux-arts, photos, installation mécanique. Donne-moi un exemple de ce que c'est qu'une installation mécanique. Ça va être des installations, donc vraiment des œuvres plus ou moins monumentales. Qui vont être constitués d'éléments électromécaniques, donc qui vont s'actionner selon la volonté de l'artiste, selon un petit programme. Voilà, c'est des œuvres qui bougent, qui interagissent, qui font du son. Ça, c'est vraiment les œuvres électromécaniques. Donc, on peut en voir dans plusieurs musées. Si on va, par exemple, devant le centre Pompidou, il y a une grande fontaine. Oui. Voilà, et ça, c'est une œuvre électromécanique, et en plus d'extérieur, parce qu'elle bouge, il y a des mécanismes, il y a des jets d'eau, etc., etc. Elle est bientôt très vieille, cette œuvre-là. Mais elle a été restaurée il n'y a pas longtemps, justement. D'accord. Et justement, le but de la conservation et de la restauration d'œuvres d'art, c'est de pouvoir faire durer les œuvres dans le temps. Donc, de mettre en place les dispositifs nécessaires pour qu'une œuvre qui date d'il y a 50, 100 ans, voire plus encore, puisse être visible encore aujourd'hui et être présentée au plus grand nombre de publics. Ok, donne-nous un exemple, c'est assez fascinant que ça remonte aussi loin. L'exemple le plus simple qu'il pourrait y avoir, c'est la Joconde, que tout le monde connaît, comme ça c'est assez parlant. Clairement. Œuvre de la Renaissance, de Léonard de Vinci. Grâce aux mesures de conservation et de restauration, cette œuvre, on peut toujours la voir au musée du Louvre. Et c'est grâce à des restaurateurs d'œuvres d'art, à des conservateurs qui vont mettre justement en place tous les dispositifs, que ce soit de climat, de température, de présentation, pour que les œuvres en fait perdurent vraiment dans le temps. Le but de la conservation, de la restauration, c'est ça, c'est de faire durer les œuvres le plus longtemps possible dans leur état original et de pouvoir que tout le monde en profite.
tout simplement. Alors là, ça concerne tout ce qui est bien public, entre guillemets. Des biens publics. Ou ça peut être privé. Oui, il y a des collections privées aussi. Il y a des musées privés, des collections privées, comme la collection Pinault, la Fondation Louis Vuitton, tout ça, c'est des collections privées, mais qui ont vraiment vocation à faire rayonner la culture, à faire voir vraiment au plus de personnes possible les œuvres, les courants artistiques, mettre en valeur des artistes confirmés, mais aussi des artistes émergents, donc avec un soutien à la création contemporaine. Ça, c'est top aussi. Et ça, c'est ce que fait le CNAP, donc le Centre national des arts plastiques. Ils collectionnent du coup des œuvres depuis la fin du 18e et ils proposent encore aujourd'hui un certain nombre de bourses pour des artistes, de la recherche, de la création, et ils continuent d'acheter. C'est vraiment une collection qui est vivante. Magnifique. Et toi, au sein de tout ça, quel est ton rôle exactement? Parce que c'est énorme, quand on t'écoute, c'est un job énorme. Oui, c'est pas mal. Au CNAP, pour donner un ordre de grandeur, et encore ça parle plus ou moins, c'est 100 000 œuvres, hein. Donc c'est quand même beaucoup aussi. Et donc moi, mes missions, c'est vraiment de coordonner et de programmer justement toutes ces interventions de conservation-restauration qui vont permettre la valorisation des œuvres par la suite. D'accord. Donc préparer un programme annuel, pluriannuel, mettre en place des chantiers de collection, et vraiment c'est un peu un rôle de programmateur, si on peut dire, pour voir ce qui est prioritaire et de pouvoir faire les interventions nécessaires pour tout ce qui va être prêt. Quand on va prêter des œuvres pour d'autres institutions, avec mon équipe, du coup, on va déterminer les préconisations nécessaires. Est-ce qu'il faut une lumière contrôlée? Est-ce qu'il faut un climat particulier? Comment est-ce qu'on transporte l'œuvre? Est-ce qu'il faut une caisse, un petit emballage? Voilà. Tout ça, toutes ces préconisations, c'est nous qui allons les donner pour que l'œuvre puisse voyager et être exposée dans des bonnes conditions, et pas qu'une fois. Le but, c'est de la présenter plusieurs fois, donc à chaque fois de mettre en place les bonnes mesures. Quand tu dis la présenter plusieurs fois, ça vous occupez des voyages de l'œuvre, où que ce soit dans le monde? Oui, c'est ça. Ça va loin. Les œuvres, elles voyagent bien plus qu'on ne le pense. Le transport d'œuvres d'art est extrêmement conséquent. C'est des métiers qui sont très, très intéressants en termes de logistique. C'est vrai que c'est différent parce qu'on parle tout de suite d'œuvres d'art, c'est des problématiques différentes. Mais les œuvres voyagent énormément. Il y a des prix internationaux. Les œuvres voyagent, je pense, même plus que nous. Ça me fascine, parce que c'est quand même une grosse responsabilité. Oui, on ne prend pas les choses à la légère, puisque y a des œuvres qui sont extrêmement fragiles, qu'on essaye de valoriser le plus possible tout en faisant quand même attention. Et puis surtout, on travaille avec des artistes souvent qui sont vivants. Ce qui change aussi l'approche par rapport à une œuvre d'art, c'est qu'on travaille avec des artistes qui sont encore présents, avec qui on discute de la présentation des œuvres, des restaurations. Donc c'est un vrai échange avec eux et il faut pouvoir justement faire perdurer tout ça, leur connaissance, leur technique, le pourquoi il y a cette œuvre aussi. Et vous êtes 3, plus toi, ton équipe et toi, ça fait 4 ? Oui. À faire tout ça ? Au CNAP, oui. Pour l'ensemble des 100 000, tu m'as dit ? Oui, tout à fait. J'ai du mal à imaginer ton quotidien, alors vas-y, raconte-nous ce qu'est ton quotidien, parce que là, franchement, tu m'intrigues. Après, on n'est pas tout seul non plus. On s'inscrit vraiment dans un pôle collection où là, on est quand même un peu plus nombreux, où le pôle est un peu plus compartimenté. Donc, il y a des personnes qui se chargent davantage des prêts, davantage du récollement. Nous, on est plus conservation-restauration. Mais on reste un service qui est vraiment transversal. Donc, on va épauler un petit peu tout le monde pour pouvoir vraiment faire tout ce dont on a parlé. Donc tout ça, c'est du travail de coordination, de pilotage, de réunion transversale aussi, pour bien comprendre les besoins de chacun et de pouvoir aussi mettre en œuvre les opérations nécessaires ou pas, parce que parfois c'est pas possible, pour des questions de planning, de budget, de contraintes humaines aussi, parce que nous ne sommes que 4. Oui, c'est un peu court, ça me semble court. Donc c'est pouvoir recenser un peu tous les besoins, que ce soit pour les prix, on en a parlé, les acquisitions, les déplacements d'œuvres, etc. Donc c'est de la coordination, c'est de l'échange avec les autres responsables de service, les autres pôles, faire des points aussi réguliers avec l'équipe pour savoir où en est chacun, quelles sont les difficultés que les uns et les autres rencontrent, comment on peut faire, mettre en place des rendez-vous aussi avec les artistes qui sont vivants et qui nous accompagnent, les restaurateurs, voilà. C'est beaucoup de rencontres, d'échanges en interne avec l'extérieur, et puis une partie forcément administrative en termes de programmation, de budget, de marché, parce qu'on reste quand même un établissement public, donc on est aussi
un peu réglé aussi par toutes ces règles. Précise effectivement pour ceux qui nous écoutent. Alors il faut vraiment que c'est important. Ton statut, comment ça s'articule avec la fonction publique, quel type de contrat tu as, et puis donne-nous un peu les profils de ton équipe. Ça m'intrigue ça. En tant que recruteuse, ça me fascine. Où on les trouve ces gens-là? Après tu vas bien sûr nous parler de ton parcours. Alors du coup moi je travaille donc dans un établissement public donc qui recrute une majorité de fonctionnaires. Donc nous c'est de la fonction publique d'État. Parce qu'il y a la fonction publique d'État et fonction publique territoriale. Voilà, il y a plusieurs types de fonctions publiques. Moi, je ne suis pas fonctionnaire, je ne suis pas titulaire de concours, donc je suis assimilée fonction publique, mais je suis vraiment contractuelle, j'ai un CDD. D'accord. Dans mon équipe, chacun a des profils un petit peu différents. Il y en a qui ont des formations de régisseurs d'œuvres d'art, d'autres qui sont plutôt techniciens d'œuvres d'art. C'est des statuts qui sont un petit peu différents, fonctionnaires ou non. Il y en a qui ont eu des concours, qui ont évolué aussi, et maintenant qui sont vraiment, leur intitulé exact, c'est chargé de suivi de conservation en restauration. Suivi de conservation, d'accord. Et il y a des restaurateurs du coup diplômés dans l'équipe ou pas du tout? Il y a des personnes qui ont une formation initiale de restaurateur, oui, et puis qui ont évolué grâce à des concours justement qui sont proposés par la fonction publique et qui peuvent atteindre justement des postes comme celui-ci. Il y en a une autre, elle a une formation de régisseur d'œuvres d'art. Donc les postes de régisseur, c'est des postes qui sont plutôt en termes de gestion logistique d'œuvres d'art, tout ce qui va être lié au mouvement des œuvres. Okay, voilà. Donc ça peut être des profils un peu diversifiés, mais qui ont toujours une connexion assez forte avec les collections et avec toute cette question un peu de gestion. C'est un métier qui est très féminin. C'est important de le dire. Ah bon? C'est-à-dire, c'est très féminin. Est-ce que tu trouves très féminin ou parce qu'il y a essentiellement des femmes? Il y a beaucoup de femmes qui sont régisseurs, qui sont dans la gestion de collection. Je ne sais pas pourquoi, je ne pourrais pas l'expliquer. Peut-être qu'on arrive à bien gérer les choses, je ne sais pas. Mais un esprit pratique. La logistique, c'est plutôt masculin. En règle générale, il y a plus de cadres masculins que féminins. Toi, du coup, ton équipe, c'est 3 femmes? Oui. Une équipe de 3 femmes. 4 nanas au service. Alors, parle-nous de nous, certainement pas, dis-toi. Quand est-ce que ça t'a pris la première fois, cette envie là, de ce métier? Et tu nous parles de ton parcours après, bien sûr. Je pense que j'ai toujours voulu travailler dans la culture. Je me souviens pas d'un moment où j'ai voulu faire autre chose, en fait. Ok, ça remonte à quoi, ça, quand tu dis pas d'un moment? T'avais quel âge? Je pourrais pas trop dire s'il y a eu un moment particulier, mais j'ai ce souvenir d'avoir toujours été en musée. Mes parents nous ont toujours emmenés voir des expos, visiter des villes, une ouverture vraiment à la culture vraiment au sens large, que ce soit en France, à l'étranger, de visiter, voilà. Même si quand on est jeune, on traîne parfois un peu des pieds pour aller dans les musées, en fait tout ça imprègne, ça infuse. Et je me souviens d'avoir fait des expos très tôt. La toute première, c'était le département égyptien du musée du Louvre. Le musée du Louvre, qui est magnifique. C'est mon souvenir plus ancien, je pense, de musée, et j'étais pas bien grande. Il faudra demander à mes parents, je ne sais pas quel âge j'avais à ce moment-là, mais ça remonte déjà il y a un petit moment. Et du coup, c'est toujours un peu resté, au début attiré par le beau. Parce que oui, il y a des œuvres d'art, c'est beau, les musées ils sont très esthétiques, il y a une architecture, et voilà, il n'y avait pas d'autre chose qui m'intéressait vraiment que de travailler en musée. Et je me suis dit ça a continué. J'ai fait du dessin beaucoup aussi, donc c'est toujours resté. J'ai fait mes études collège, lycée, et quand il fallait faire une orientation professionnelle, je savais que je voulais faire maintenant ça s'appelle plus comme ça, mais une section littéraire. Et quand on me demandait, je voulais travailler dans la culture. Je ne savais pas exactement quoi, mais c'était dans la culture. Depuis petite, tu disais, je veux bosser dans la culture. À partir du collège. À partir du collège. Je ne connaissais pas encore tous les métiers qu'il y avait. C'est ça. Je ne connaissais pas, comme beaucoup, on ne connaît pas forcément les coulisses d'un musée. Donc je les ai découvertes petit à petit. En 3e, j'ai fait un stage de découverte, 15 jours, au château de Versailles. J'ai vu plein de métiers différents là-bas. Super. Mais du coup, ça m'a confortée sur le fait que je voulais être en musée. Je voulais m'occuper de ce patrimoine qui nous entoure, de ces œuvres, de tout ce qu'on voit en salle. On ne sait pas comment c'est en salle, mais c'est en salle. Et voilà, je suis restée vraiment sur cette idée je travaillerai dans la culture. Et quand est-ce que ça s'est précisé par rapport à ton métier actuel ? Quand je suis rentrée à l'école du Louvre. Donc, t'as fait le Louvre quand même. J'ai fait l'école. Alors, donne-nous le parcours, qu'on sache bien. Comment on peut s'y prendre si on veut faire un métier comme le tien ? Il y a plusieurs filières qui sont possibles. Vas-y. Généralement, il y a quand même
un socle qui est l'histoire de l'art. Donc pour ça, l'histoire de l'art, il y a des filières en université. Et puis, dans mon cas, il y a l'école du Louvre, qui est une merveilleuse école sur laquelle on rentre sur concours. Donc moi, je l'ai passé en terminale. Et donc, j'ai intégré l'école du Louvre directement en post-bac. Fastoche, alors? Ça a été fastoche, on dirait. Je sais pas si c'est fastoche, c'est reste un concours d'entrée. C'est pas fastoche, l'école. Mais en tout cas, ça s'est fait. Ouais. J'ai dû avoir une bonne étoile, mais ça s'est fait. Ou juste peut-être un talent pour la chose aussi, parce que si c'était simple, c'est pas très simple l'intégration à l'école du Louvre. Je connais un peu le sujet, donc c'est magnifique. Donc tu es rentré à l'école du Louvre. Ça dure combien de temps pour ceux qui nous écoutent de savoir combien de temps l'école du Louvre, on peut y rester un petit moment, puisque ça propose un niveau licence, donc 3 années, un niveau master, donc là ça va jusqu'à +5, et si on est motivé, on peut même rester en doctorat pour présenter une thèse. C'est ce que tu as fait? Non, moi je suis restée 3 ans pour ma licence. Okay. Je ne suis pas restée en master, après je suis allée à la fac. Je suis allée à la fac à Lyon, où j'ai plutôt fait un master orienté vers les métiers du patrimoine, ça s'appelait. Donc moi je voulais vraiment faire un master professionnel, pas un master de recherche comme ça peut l'être. Je voulais vraiment faire un master pro pour pouvoir vraiment toucher du doigt cette gestion de collection. Qu'est-ce qui se passe et être dans le pratique, pas dans la recherche, pas dans de la conception. Moi, je voulais vraiment un côté terrain. Donc, j'ai fait ce master pro à Lyon. Et ensuite, comme c'était pas suffisant, j'ai fait un deuxième master à Amiens. Donc, je suis montée, qui était vraiment un master régisseur d'œuvres d'art. Donc là, on retrouve un peu ce dont je disais, où là, c'est vraiment logistique, gestion de collection, conservation préventive, etc. T'as pas fait un master à Strasbourg et un à Marseille après, un truc comme ça? Non, je me suis arrêtée là. Ça fait quoi, bac +5 du coup? Oui, c'est +6 si on compte les 2 années de master. Alors, en fait, quand on t'écoute, là, on entend parler de protection des... Enfin, j'ai l'impression que c'est la protection des œuvres, une sorte de protection. Ouais. Une œuvre d'art, par définition, c'est quelque chose de précieux. Et la façon dont tu en parles, on a vraiment l'impression que c'est sacré, quand il y a un petit côté... et surtout si tu as commencé à le ressentir jeune, il y a un côté sacré de la culture, on le sent dans ce que tu dis, là. Pour moi, c'est ce que je ressens en t'écoutant. Alors, qu'est-ce que ton quotidien d'aujourd'hui, là, maintenant, parle-nous de ton travail. Non, avant de nous parler de ton travail, parle-moi de ton parcours. Est-ce qu'on continue sur les études et continue à nous expliquer jusqu'à aujourd'hui? Après, tu nous diras ce que tu fais. Au niveau de mon parcours, en plus du coup de ces masters, etc., en parallèle, c'est beaucoup de stages. Parce que c'est pas un secteur qui est facile, la voie de la culture. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de le faire et il y a peu de postes. Tiens donc, encore un secteur où c'est cool, où les jeunes qui veulent y arriver. Non, mais c'est important de le se dire. Et moi, c'est la première chose qu'on m'a dit à l'école du Louvre, c'était le jour de la rentrée, donc 18 ans toute fraîche. Dans l'amphi, premier jour de rentrée, le directeur nous a dit que si on voulait un métier à la clé et bien payé, c'était pas ici qu'il fallait être. Moi, c'est clair. Au moins, c'était très clair, et c'est très clair comme ça pour tous ceux qui écoutent le podcast. C'est important qu'on informe le plus franchement possible. Mais ce qui est important, du coup, c'est que ceux qui sont là, c'est des gens qui sont passionnés. Enfin, c'est vraiment un métier de passion. Une passion pour le patrimoine, pour les collections, pour la valorisation et surtout la transmission, moi, je trouve. Et du coup, pour arriver un peu à tout ça, c'est beaucoup de travail, d'études, et c'est aussi beaucoup de stages qui sont très importants, puisque c'est à travers des stages où justement on va rencontrer des personnes, on va rencontrer des professionnels, on va rencontrer des métiers, on va rencontrer des pratiques, des collections, et du coup on va avoir ce côté curieux qui est vraiment nécessaire dans ce métier. Donc c'était beaucoup de stages en parallèle de mes études, plus ou moins longs, à des endroits très différents, de collections variées aussi, ce qui permet aussi d'avoir parfois une polyvalence qui est pas mal. Bien sûr. Mais ce qu'on entend bien dans ce que tu dis, c'est que tu vas chercher les choses. Donc c'est pas pré-mâché ce parcours-là, j'ai l'impression qu'il faut se bouger sérieusement. Il faut être déterminé. Déterminé, tu vois. T'as l'air toute douce comme ça, mais on sent effectivement une vraie détermination. Donc c'est ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Parce que c'est un secteur qui est pas facile non plus. Donc si on veut vraiment travailler dans ce secteur-là, il faut s'en donner les moyens. D'accord. Et il faut pas avoir peur de viser haut aussi. Donc aller chercher, demander, solliciter des candidatures, des demandes de stage, j'en ai envoyé je sais pas combien.
Ça peut être épuisant. Ça peut être épuisant, on peut baisser les bras, mais en fait, il faut continuer. Et parce qu'à un moment, ça fonctionne. Et quand ça fonctionne, c'est merveilleux, en fait. Surtout quand tu réalises ton rêve. C'est merveilleux de pouvoir être dans les coulisses, de pouvoir participer, en fait. Et mettre un peu sa pierre à l'édifice. On va parler après de l'émotion, parce qu'on sent quand même quand on parle qu'il y a une forte émotion derrière. Continue sur ton parcours après tes études alors, parce que tu as travaillé évidemment précédemment. Donc, quel âge tu as? On n'a pas au niveau timing qu'on sache. Niveau timing, j'ai 30 ans. 30 ans, voilà. Donc, tu travailles plein pot depuis combien de temps exactement? Depuis 5 ans à peu près, un peu plus. D'accord. 6 ans. 6 ans. Donc, dis-nous ce que tu as fait en sortant des études. Du coup, en sortant des études, j'ai fait mon stage de fin d'études. Donc, en tant que régisseur, je l'ai fait à Paris Musée, qui est un établissement public qui regroupe 14 musées de la ville de Paris. 14. Ouais, c'est un regroupement de 14 musées sous un établissement, même, qui s'appelle Paris Musée. Donc, j'ai fait mon stage de fin d'études au service des expositions, donc qui permettait la production des expos pour ces 14 musées-là. Donc, un aspect très technique. Et en fait, j'ai été embauchée à la fin de mon stage en tant qu'assistante administrative et d'expo. Donc voilà, c'était un poste un peu polyvalent. J'ai fait beaucoup d'administratifs, suivi budgétaire, administratif et des expos quand même. C'est une chance vraiment que j'ai pu avoir. Donc j'y suis restée 1 an et demi. Et ensuite j'ai intégré le MACVAL, donc le musée d'art contemporain du Val-de-Marne, qui est un merveilleux musée. Un très beau musée. Un très beau musée qui est dans le sud-est de Paris, à Vitry-sur-Seine. Je peux que faire la promotion de ce musée. Mais tu peux, on ne parle pas souvent des musées. Et en tant que quoi? En tant qu'assistante de conservation. Donc là, je vais quitter les expos pour vraiment rentrer dans la partie conservation. Parce que j'adorais faire les expos, c'était très stimulant, c'était des projets qui sont très différents à chaque fois. Les œuvres bougent beaucoup, mais je me suis rendu compte que ce qui me plaisait, c'était vraiment être au plus proche des œuvres. Okay. C'était vraiment les transmettre en fait, en prendre soin. D'accord, plus la conservation que la logistique pure et dure. C'est ça, c'était vraiment plus la conservation, prendre soin des œuvres, prendre soin de ces collections qui m'intéressaient. Donc j'ai voulu quitter les expos pour vraiment aller dans des services liés aux collections. Donc au MACVAL, donc j'étais assistante de conservation, j'y suis restée pendant 2 ans. Et par un concours de circonstances, de départ et autres, ma directrice m'a permis d'évoluer et donc de devenir chargée de collection au MACVAL. Carrément. Donc du coup, j'y suis restée au final 5 ans. C'est bon. Et du coup, en tant que chargée de collection, tu as repris la partie logistique des collections ou pas spécialement? Plus ou moins, parce que le MACVAL a aussi cette spécificité d'avoir un service expo et un service conservation. Donc moi, je m'occupais pas des expositions, mais vraiment de la collection. Donc c'était vraiment tout ce qui est quotidien des œuvres, conservation, restauration, des prêts aussi. Donc il y avait une partie logistique, mais cette fois-ci, j'étais pas celle qui demandait des œuvres, j'étais celle qui les prêtait. Qui les prêtait, d'accord. Donc qui donnait l'accompagnement de l'œuvre à ce moment-là, c'était fini. Alors je pouvais les accompagner, mais c'était moi qui donnais les préconisations. Voilà. Okay. Comment est-ce qu'on va la transporter? Donc, en fait, je suis un peu de l'autre côté que quand on fait des expos normalement. Et au MACVAL, on n'a pas de collection permanente, on a des accrochages collections qui tournent tous les 1 an et demi, 2 ans. D'accord. Donc il y avait toujours ce petit côté expo, mais avec les œuvres du musée. Donc c'était vraiment travailler avec un fonds de 2600 œuvres et de pouvoir vraiment travailler avec et de les valoriser. Vraiment, c'était vraiment cette idée de valoriser une collection, un établissement et de montrer vraiment toute sa richesse pour pouvoir faire venir les gens et de leur faire découvrir ce que nous, on voit dans les coulisses. Tout à fait. Alors, ça touche quand même des métiers, parce que protéger une œuvre, avec toi, j'ai envie de dire bichonner une œuvre. On parle de bichonnage en plus. Ça se sent quand même. Bichonner une œuvre, ça fait intervenir un paquet de métiers quand même. Il y a l'hydrométrie, il n'y a pas que le côté comme ça, quand on ne connaît pas, on se dit on enlève la poussière, machin. Évidemment, c'est pas ça. Non, alors raconte-nous ce qu'on fait autour d'une œuvre, que les jeunes qui nous écoutent puissent bien visualiser ce que ça veut dire au quotidien. Qu'est-ce que tu fais pour une œuvre? Prends-moi un exemple, je ne sais pas si tu veux. Si on parle de quelque chose de classique qui pourrait parler à tout le monde, ça serait une peinture. Par exemple une peinture, on va pas. La chose la plus importante déjà, c'est de bien la conserver, bien la stocker.
Chez nous, on l'accroche juste au mur et on n'y touche plus. Elle est dans notre salon et du coup, elle vit un peu avec le salon, notre quotidien. Et quand on déménage, on la prend sous le bras et on y va. Au musée, notre peinture, elle va être dans une réserve. Quand elle n'est pas présentée en salle, elle est vraiment dans une réserve avec un conditionnement adéquat. Donc, on ne va pas la mettre juste à travers un clou. On a vraiment des systèmes d'accroche derrière pour qu'il y ait une bonne répartition du poids, pour pas créer de tension supplémentaire, par exemple. On va la mettre sur un mobilier adapté. Donc, généralement, ce sont des grilles qui sont mobiles pour des questions de logistique, c'est plus simple. Donc déjà, elle va être dans une réserve spéciale qui est hors poussière. Donc il y a un système, on fait attention avec les portes, les ouvertures, on fait le ménage très régulièrement, un peu plus que chez nous parfois. Il y a une ventilation naturelle, je suppose, et du coup, il y a un plutôt artificiel. Il y a une vraie ventilation, non, tu vois ? Oui. Donc il y a tout ce travail vraiment hors poussière, hors lumière, pour que l'œuvre elle est conservée dans une pénombre, dans le noir. Et après, c'est vraiment une question de climat. Comme tu disais, il y a la question de l'hygrométrie, donc c'est une question d'humidité dans l'air. Il ne faut pas que ce soit trop humide, ni trop sec. Sinon, après, la peinture, elle va craqueler, il va y avoir des bullages. Enfin, voilà, ça abîme. Quoi, le bullage ? Ça fait plein de petites bulles en surface. Sur la peinture, ça fait des petites bulles. Même des années après, ça peut les vernis sont assez sensibles. Du coup, il peut y avoir... si le vernis il a été fait à une telle ou telle époque, il peut y avoir des altérations. En fait, la peinture, c'est comme nous, on n'aime pas quand on passe du chaud au froid. Surtout en ce moment, il fait 20 degrés un jour et le lendemain, il en fait 4. Personne n'aime ça. On râle tous sur le temps. Et les œuvres, c'est pareil, parce que les matériaux, ils sont vivants. En fait, c'est ça qui est beau, c'est qu'une œuvre d'art, elle n'est pas morte. Il y a des gens qui disent ça, moi j'aime pas trop. Même les peintures mortes, elles sont pas mortes alors. Non, les œuvres sont vivantes, quel que soit leur matériau. Les matériaux travaillent, et du coup, il faut pas créer des ruptures de climat comme nous, on ne les aime pas, parce que les œuvres non plus n'aiment pas. Donc il faut un climat qui est stable en termes d'humidité, de température, et s'il y a des variations, il faut les accompagner. Nous, en fait, on accompagne les œuvres. Vous avez des infirmières, des œuvres d'art, oui, un petit peu. Docteur, ou la psy, je sais pas. En tout cas, ça oui, comme l'accompagnement, c'est magnifique. Donc, on va bien les conserver dans un lieu qui est adapté, avec un climat. Et puis, après, quand on va les présenter, on va essayer de penser aux manipulations. Comment est-ce qu'on la manipule pour altérer le moins possible la surface, le cadre. Donc, on va pas forcément toucher directement, on va mettre des poignées... Et on va faire appel à des transporteurs d'œuvres d'art qui ont vraiment cette spécialité pour pouvoir déplacer les œuvres avec la bonne caisse, le bon conditionnement pour son déplacement. Et de façon bassement quotidienne, entre guillemets, comment tu passes les consignes à ces... Je veux dire, vraiment concrètement, le bonhomme il se pointe, il est habillé comment ? Je peux visualiser. Quand il vient récupérer un tableau, ça me fascine toujours ça. Comment ça se passe ? Parce que c'est des œuvres d'art qui coûtent souvent très très cher aussi. Quand il y a des déplacements d'œuvres d'art, c'est des opérations qui se préparent vraiment en amont. On ne décide pas du jour au lendemain qu'on va la déplacer. C'est des opérations qui se préparent sur parfois plusieurs mois, voire plusieurs années à l'avance, selon le projet, la destination et la technicité. Donc c'est des choses qui se prévoient bien en amont. On va transmettre les caractéristiques techniques de l'œuvre, les dimensions, nos préconisations, du coup en tant qu'attaché de conservation. Voilà, on souhaite qu'il y ait tel type de cadre, il faut que ce soit manipulé comme ci et pas comme ça. Est-ce qu'on souhaite qu'elle soit ce qu'on appelle des acclimatations en termes de température pour éviter tous ces chocs. Donc nous, on va transmettre tout ça. L'acclimatation, c'est la température progressive. Donc nous, on va donner toutes ces informations-là et on convient après d'une date pour l'enlèvement de l'œuvre. Alors parfois, quand c'est vraiment très technique, on peut demander ce qu'on appelle un aller-voir. Donc là, le transporteur va venir en amont pour voir l'œuvre elle-même, se rendre compte des préconisations. Et parfois, on ajuste parce qu'eux, ils ont quand même cette spécificité et cette connaissance de métier de transporteur. Et donc, on peut trouver parfois des systèmes qui sont entre deux, parce que nous, on a un peu plus peur pour les œuvres, donc on peut adapter. Et donc il y a ces œuvres, il y a ces allers-voir, et ensuite donc il y a la date de l'enlèvement. Et donc là, le transporteur arrive. Le transporteur arrive avec tout le nécessaire, et puis nous on assiste à l'emballage, on vérifie que tout se passe bien, et parfois on accompagne l'œuvre, on part avec. C'est ce que j'ai cru comprendre. Je sais que tu l'as fait quand tu étais dans les jobs d'avant, peut-être, c'était déjà arrivé. Oui, c'est ce qu'on appelle des convoiements.
Convoiement. Et là, concrètement, tu m'as pas répondu si le monsieur qui vient, il est en bleu de travail ou en costume. Je vais visualiser. Ils ont un bleu de travail. C'est en bleu de travail, hein, oui, c'est ça. Oui, ils ont un bleu de travail. Dans les musées, hein. Oui. On m'a toujours surprise, c'est mignon. Ils ont leur bleu de travail, la boîte à outils, tout le matériel nécessaire, la visserie, tournevis, cutter, sangle. D'accord. Ils sont spécialisés dans ce type d'enlèvement, comme tu dis. Tout à fait. D'accord. Alors après, quand tu convoies, comme tu dis, qu'est-ce que tu fais? Tu montes dans le camion avec ça se peut, oui, je l'ai déjà fait. Tout ça, ouais. Oui, ça fait partie des préconisations. Si on souhaite qu'il y ait un convoiement, donc qu'il y ait quelqu'un du musée qui accompagne l'œuvre, donc c'est nous qui décidons si on l'accompagne sur tout le long, ou bien si on souhaite être là que pour le déballage et l'accrochage. Okay. Donc quand on décide d'être là que pour l'accrochage, à ce moment-là, on laisse l'œuvre partir. Avec le transporteur, donc évidemment tout est vu en amont s'il y a des étapes, etc. Et donc nous après on part donc soit en train, soit en avion, enfin peu importe la destination, on se rend sur place et on est présent donc au moment de l'ouverture de la caisse et puis on fait un constat d'état donc pour s'assurer que l'œuvre n'a pas d'altération supplémentaire par rapport à son départ et puis on est présent donc pour son accrochage lui-même. Et parfois, on fait les trajets en camion ou en avion. Voilà, ça, je l'ai déjà fait. Déjà vu, ouais, je sais que Paris-Montélimar en camion, c'était très sympa. C'est drôle. J'étais dans le camion devant avec le chauffeur, vraiment avec poids le lourd. Chauffeur, pas avec l'œuf quand même. Non. Non, j'étais devant avec les deux transporteurs dans un poids lourd. J'ai jamais été aussi haute sur la route. J'ai découvert les aires d'autoroute spéciales poids lourd en train de déjeuner sur le haillon, pas de problème. C'est drôle. C'était toute la journée en poids lourd. C'était une peinture ou c'était autre chose? Oui, c'était une peinture. Et donc quand tu dis après on fait l'accrochage, tu dis on, mais c'est qui on? C'est toi ou vous êtes plusieurs sur le On est plusieurs, c'est les équipes techniques qui sont sur place. Donc c'est des techniciens, c'est des régisseurs qui ont cette connaissance et cette capacité aussi à choisir les bons systèmes d'accrochage. Est-ce que c'est telle vis? Est-ce que c'est des clous? Est-ce que c'est des pâtes à dessin? Enfin, il y a tout un vocabulaire et une technicité par rapport à l'accrochage. Ils vont regarder, est-ce que c'est un petit anneau? Est-ce que c'est des attelles qui sont derrière? Ça devient très technique. C'est assez technique, oui. C'est là que c'est hyper intéressant, c'est quand tu vois la richesse de le spectre de ta fonction, parce qu'on entend de la culture, on entend des vis, on entend des types en bleu de travail, on entend la Joconde, tu vois, ça fait tout aussi. Et en fait, j'ai envie de te demander ce qui te plaît en fait dans ce travail, à toi. Ce qui me plaît, c'est de pouvoir voir les œuvres être présentées un peu partout. En fait, c'est de pouvoir se dire que on participe à cette transmission. L'idée, je trouve, c'est vraiment cette idée de transmettre de ces œuvres qui ont plusieurs centaines d'années ou même qui sont toutes récentes, qui est une œuvre qui a été faite la veille, c'est de pouvoir la partager. Et la partager en la conservant et en la bichonnant, en lui donnant les meilleures opportunités, un peu comme on ferait avec un enfant, quoi. Oui, j'allais te poser la question. J'ai dit, est-ce que quand tu auras ton enfant, tu transmettras cette passion? Oui. Est-ce que tu aimerais vraiment la transmettre à ta petite fille? Oui, parce que je l'ai déjà emmenée au musée. À 8 mois? Même moins. Même avant. Ça donne quoi? Même avant. C'était très drôle. Alors les premières, elle a peut-être entièrement dormi. Après, il y en a, c'était drôle parce que elle était en porte-bébé et puis elle regardait à droite à gauche. Elle regardait tout. Et puis la vue s'affine aussi quand les bébés grandissent, donc ils voient pas forcément les mêmes choses. Et c'est drôle parce qu'il y avait une expo, les gens étaient très sérieux, très concentrés à lire les textes, et puis d'un coup, elle fait un petit bruit. Et donc là, tout l'air sérieux des gens disparaît parce qu'ils sont tous gaga. C'est assez rigolo. C'est absolument adorable. Mais c'est très chouette. Je l'ai emmenée sur plusieurs expos. Parfois, elle regarde, en effet, et puis il y a des œuvres, c'est pas la même réaction. Enfin, c'est assez drôle. C'est dingue. Tu vois le regard, sur quel endroit elle va aller. Où va aller son regard. C'est assez drôle. Et ce qui est formidable, c'est que maintenant, les musées sont quand même beaucoup plus ouverts pour les familles et proposent des visites pour les bébés. Alors, beaucoup de gens font, c'est quoi des visites bébés au musée? Ça sert à quoi et tout. C'est extraordinaire. Et en fait, c'est merveilleux parce que c'est un éveil au sens. En termes de vue, d'audition, c'est fait par des médiateurs et des conférenciers qui sont vraiment super. Et du coup, les bébés, ils découvrent à travers des histoires. Évidemment, ils ne sont pas devant un tableau en train de le regarder comme ça. C'est tout un éveil
Voilà, la culture, à l'art, au sens. Et vraiment, c'est une question d'éveil et ça se fait au musée. Et c'est chouette du coup de pouvoir allier mon travail, ma passion et puis de le partager aussi, ma petite fille aussi. C'est génial. Qu'est-ce que tu dis aux gens? Parce que j'ai entendu, c'est une sorte d'exposition, c'était à Évian, où ils avaient fait un parcours sensoriel pour les petits qui étaient à 4 pattes. Donc ça, je trouve ça extraordinaire. Ça a dû être fait juste avant ou pendant le Covid du côté d'Évian. Et j'avais trouvé ça une initiative magnifique. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui vont te dire que le musée, c'est mort? C'est des œuvres mortes, comme les zoos pour les animaux. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire, ceux qui le pensent? C'est drôle déjà parce qu'on m'a dit ça exactement ce week-end. Qu'est-ce que tu as répondu? Que c'est pas vrai en fait. Un musée, c'est pas mort, c'est vivant. C'est vivant parce qu'on transmet des œuvres, parce qu'il y a tout un savoir-faire, toute une technique en fait qui s'est transmise. C'est vivant parce que voilà, il se passe des choses, on voit des choses et ça suscite des émotions surtout. Ce qui fait qu'en fait c'est pas du tout un lieu mort, c'est un lieu d'éveil, c'est un lieu où on se sent bien aussi. Parce que oui, parfois c'est un peu plus calme, il y a des salles vides, mais c'est un moment de pause en fait qui est un peu hors du temps. Et je trouve que les musées, voilà, ça permet de se poser, de découvrir et vraiment d'avoir une ouverture sur notre quotidien, en fait, de sortir de ce métro boulot dodo et de voir autre chose, de découvrir. Je trouve que c'est tout sauf mort. Quand on t'écoute, on n'a pas l'impression que c'est mort du tout. Même un musée d'archéo, c'est vivant. C'est mort, mais toi tu parles avec les œuvres, donc effectivement, c'est très fort. Et si on te donnait une baguette magique après presque 6 ans d'expérience professionnelle pour changer quelque chose, est-ce que tu le fais? Et si oui, quoi, bien sûr? De mon quotidien, je ne changerais rien, parce que j'adore ce que je fais. Comme tout le monde, il y a des moments où il y a des choses qui sont un peu moins intéressantes, mais ça fait partie du job. Donc je l'accepte et je le change pas du tout. Je t'interromps, mais justement, c'est une question importante. Qu'est-ce qui est? Tu dis les choses sont moins marrantes. Ce serait quoi pour informer de façon la plus honnête possible, ceux qui nous écoutent? Ce serait quoi? Je pense que c'est des choses qui sont assez communes à d'autres professions. Parfois il y a beaucoup de réunions, il y a du travail de bureau, de l'administratif. Mais bon, après, voilà, il y en a qui n'aiment pas ça. Moi, je trouve que ça fait partie du boulot, de toute façon. C'est un prix à payer c'est pas un prix à payer, parce que c'est pas non plus désagréable et j'en pleure pas du tout de le faire. Ça fait partie du job. On peut pas toujours être sur le terrain, on peut pas toujours convoyer. Il y a forcément une partie qui se fait en amont. Et cette partie en amont, c'est au bureau. Et c'est normal. Et parfois, ça fait du bien aussi d'être posé quand on bouge beaucoup. Mais non, je changerais pas forcément grand-chose à mon quotidien. Peut-être le petit truc qui m'a manqué pendant mon parcours et que j'aurais peut-être bien voulu faire, c'est une expérience pro à l'étranger. Voir comment ça se passe dans un musée à l'étranger. Ça, tu l'as pas fait? Moi, j'ai pas eu l'occasion de le faire dans ma formation, mais c'est tout à fait possible. Dans les cursus qui sont orientés histoire de l'art, métier du patrimoine et tout, on peut faire des stages à l'étranger. Il y en a beaucoup qui le font. D'accord. Moi, il se trouve que je l'ai pas fait. Voilà, ça s'est pas présenté. C'est ta recherche, tu ce serait la seule chose que j'aimerais bien faire. D'accord. Et tu peux aujourd'hui, maintenant, tu travailles, donc c'est plus. Maintenant, ça serait plus dans le cas des déplacements professionnel à l'étranger, mais ça tu le feras, j'espère. T'as envie de le faire? Oui, ça fait partie des fonctions qui t'intéressent. Oui. Alors donne-nous le plus gros moment d'émotion que tu as eu dans ta jeune carrière, qui t'a marqué. Il y en a plusieurs. Il y a ces moments où c'est une pièce un artiste que j'adore, que j'aime beaucoup. Qui c'est Pierre Soulages. Ouais, c'est un artiste que j'apprécie énormément. Je trouve son travail fascinant. Vraiment, ça m'émeut comme travail. Et du coup, c'était quand on a accroché, on avait la chance au Magval d'avoir un très beau quadriptyque de Pierre Soulages, et c'était de le voir accrocher. Je l'avais toujours vu un peu en réserve et tout. Et pouvoir le mettre en salle, le voir du coup avec une bonne présentation, le bon éclairage et le partager, c'était vraiment très très beau. Oui, t'as dit mot, partager, c'est ça qui... Ouais. Est-ce que c'est ça qui t'a ému, de le partager? C'était de le voir un peu dans toute sa splendeur et puis de le montrer aux yeux des gens. Que ce soit pas que nos trésors, parce que souvent on voit ça un peu, les réserves de musées, c'est vrai que c'est très mystérieux, les gens voient ça comme des réserves, des coffres forts, il y a plein de fantasmes dessus, du coup tout le monde aime visiter les réserves de musées. Mais
tout garder dans un coffre-fort, c'est pas très intéressant. Non, je trouve ça c'est plutôt de le montrer. Du coup, sortir une pièce qu'on adore, qui nous émeut nous, de pouvoir la sortir et de la montrer aux autres, ça c'est très chouette. Et après, l'autre chose qui est vraiment super, du coup, le fait de travailler dans le contemporain aussi, c'est de pouvoir côtoyer ces artistes vivants. Vivants, absolument. Et de voir le sourire sur leur visage, en fait, tout simplement. De présenter leurs œuvres en salle, et puis ils passent, et puis ils nous remercient, en fait. Ils nous remercient. Comme un bébé, comme une œuvre, d'avoir cru en eux. Ouais. D'avoir cru en eux, de leur donner cette opportunité vraiment de rentrer en musée, en collection, et de les voir satisfaits d'un accrochage, d'une acquisition, et de les voir heureux vraiment, et de voir qu'on a fait ce petit coup de pouce, parce qu'il y en a qui sont venus nous voir assez récemment pour nous dire que depuis qu'on avait acheté une œuvre, ils ont été sollicités par d'autres choses. Génial. Il y a eu d'autres projets. Génial. Et donc de voir que ça s'est vraiment un peu décanté aussi pour eux. Génial. Ça, c'est très beau. Oui, c'est très très émouvant. Ouais. C'est que toi, je dis un bébé, une œuvre, un chant, c'est leur bébé en fait. C'est leur bébé qui nous confie en fait. Voilà. Et nous, on croit en eux et on les soutient comme ça, et c'est ça qui est chouette. Qui prend les risques de ces choix-là justement? Est-ce que tu y participes avec ton équipe, ou il y a vraiment quelqu'un de très attitré qui décide? Alors au Macval, j'y ai participé pour tout ce qui était acquisition. Ça faisait partie de mes missions, donc c'est un travail que je menais avec le directeur du musée, qui est conservateur, où on avait on a des phases de prospection, et puis on venait un peu chacun avec nos dossiers, avec les artistes qu'on voulait, qui nous paraissaient intéressants. Donc c'est des choix qui se font avec le directeur. Là, dans mon nouveau poste au CNAP, je ne travaille pas en termes de prospection, mais je participe. Enfin, il y a des comités d'acquisition où il y a vraiment des conservateurs et des rapporteurs qui viennent avec leurs dossiers. Moi, je viens pas avec les miens, mais je peux donner des conseils ou une expertise d'un point de vue conservation-restauration. Si on se lance sur telle acquisition, qu'est-ce que ça implique derrière? Donc c'est plutôt ça à toi. Voilà. À toi. Donc ça, tu as lâché la partie acquisition. Ça te traumatise pas plus que ça après? Non. Non, ça va. Ce qui est important, c'est que tu continues à bichonner. Je continue à bichonner, et puis je continue malgré tout quand même à porter des projets aussi. Bien sûr. Et donc ton équipe, juste l'âge des personnes, c'est important au niveau informatif, au niveau de la qualité du job aujourd'hui. Qui manages-tu en termes d'âge? Tu as dit 3 femmes, ok? Mais à peu près c'est entre 30 et 45 ans. D'accord. Et elles ont, tu parlais de leur formation, tu nous as dit, elles ont toutes, elles ont des formations différentes. J'ai entendu tout à l'heure, restauratrice. C'est la moins diplômée des 3, laquelle est-ce que tu manages aujourd'hui, la moins diplômée? Je ne sais pas s'il y en a vraiment une qui est moins diplômée que les autres. Donc elles sont toutes bien diplômées. Elles sont toutes bien diplômées, elles ont toutes un parcours qui est très rempli, beaucoup d'expérience aussi, beaucoup de technicité. Elles ont vraiment toutes fait leur bonhomme de chemin. Il n'y a pas une question de moins diplôme ou pas. Si je te pose la question, c'est pour comprendre si on peut arriver là en n'ayant pas un gros diplôme quand même, tu vois ce que je veux dire? C'est un bac+2 peut t'amener à faire ce joli métier. Ce qui est important, c'est vraiment l'expérience. L'expérience. Oui, il y a beaucoup de postes qui sont ouverts au bac+3, bac+5, beaucoup quand on monte. Mais après, ce qui est important de savoir, c'est surtout cette expérience terrain qui est vraiment nécessaire, parce que c'est cette expérience terrain qui permet de développer des compétences, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on apprend sur le tas, qu'on n'apprend pas. D'accord. Même si maintenant il y a des masters pro et tout, c'est beaucoup sur le terrain qu'on apprend quand même aussi le métier. Okay. Donc c'est pour ça qu'il faut se démener un peu, faire des stages pour découvrir ce côté terrain. Et après il y a les concours de la fonction publique qui sont ouverts à tous. Donc si on veut rentrer dans ces métiers-là, c'est aussi une voie qui est possible. Et à ce moment-là, n'importe qui peut les faire. Il y a des prérequis en termes de diplôme. À chaque fois, c'est une L3 au moins. Oui, c'est ça. Histoire de l'art, par exemple, tu fais les concours. Exactement, oui. Ça, ouais. D'accord, ça c'est bien. Donc c'est entre guillemets, le minimum vital, c'est quand même une licence d'histoire de l'art, on est d'accord. Ouais. Que ce soit clair. Il n'y a pas de version plus faste pour faire ce métier-là, mais c'est passionnant. Donc c'est pas grave de faire 3 ans, c'est même plutôt génial de faire 3 ans d'histoire de l'art. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui de plus professionnellement par rapport à ce que tu fais?
De plus, je sais pas, parce que là, je suis très contente de ce que je fais. Enfin, je m'épanouis, je découvre toujours des nouvelles choses. Enfin, pour le moment, je n'ai jamais connu de lassitude, parce que les projets sont différents, parce que c'est vivant. C'est pas mort, justement. C'est vivant, il y a des nouveaux projets. Donc, pour le moment, je vois pas... Je souhaite rien de plus pour le moment, à part voilà, continuer à être stimulée. Il y a toujours des nouveaux projets, donc il n'y a pas de routine. C'est génial. Alors, on arrive presque à la fin du podcast. Je voulais que tu en profites. Tu vois, tu as Maëva qui a 30 ans derrière la caméra. Tu as Alexandre qui a 28 ans. C'est ça, je ne me trompe pas, Alexandre. Nathan qui en a 24. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux jeunes qui nous écoutent ce soir par rapport à ce métier ? Moi, j'ai envie de leur dire d'être curieux. C'est ce que je dis à tous les jeunes que je rencontre, les stagiaires qui viennent, que j'accompagne, hein, parce que je n'ai accompagné beaucoup. Moi, je leur dis à chaque fois d'être curieux, en fait, et de oser. Parce que c'est difficile comme voie. Mais il ne faut pas avoir peur, il faut viser haut. Et il faut toujours avoir ce côté un peu curieux, justement, quand on va en musée. C'est de se poser les questions, en fait. C'est comment est-ce qu'on a fait venir une œuvre ici ? On se promène en salle... Bon, surtout s'il n'y a personne, c'est l'occasion de regarder. Hein. On a plus le temps, on est moins pressé. Mais je leur dis toujours d'avoir ce truc curieux, de se poser des questions. Comment est-ce que c'est arrivé là ? Qu'est-ce qui se passe en fait ? Qu'est-ce qui se passe derrière ? Et essayer d'imaginer des situations, d'avoir ce petit goût. Que toi, tu as indéniablement. Après, il y a une formation professionnelle, je regarde plus les expos comme avant, mais... Oui, mais c'est un petit peu l'inverse. C'est parce que tu posais déjà des questions petites que tu es devenu ça aussi, il me semble. Peut-être aussi, oui. Mais en tout cas, être curieux et oser. Enfin, faut viser haut, faut pas avoir peur de faire 150 candidatures. S'il y en aura qu'une seule qui fonctionnera, faut quand même le faire. Faut pas se mettre de barrière il faut croire en soi, vraiment. Quand on a une passion, je trouve qu'il vaut mieux aller à fond, quel que soit le secteur. Si c'est quelque chose qui nous anime, faut vraiment s'en donner les moyens et y aller, quoi. C'est ça le mot d'ordre, c'est de foncer. La petite citation qui déchire de Florence Cosson, c'est laquelle ? Je ne fais pas de citation particulière. C'est vraiment c'est oser et croire en soi. Oser et croire en soi, c'est ce que tu dirais à ta fille ? Oui. D'accord, parce que la notion de transmission est très importante. Oui, il faut croire en soi. Quand on aime quelque chose, il faut pas avoir peur, quoi. Faut y aller, faut s'en donner les moyens. Après, ça tombe pas dans le bec, quoi. Il faut se battre et il faut donner le meilleur de soi-même. Quand je disais à mes parents que je voulais aller dans la culture, ils savaient d'emblée que c'était un secteur difficile. Ils me fait OK, mais tu le fais à fond. Tu le fais à fond et c'est ce qu'il faut faire pour être bien après et ne pas avoir de regrets. C'est une belle réponse, ça, de la part des parents. OK, mais tu le fais à fond. Je le fais à fond. dire, ouais, bof, machin. Je le fais à fond, fais pas les choses à moitié. Et si tu veux y aller, tu t'en donnes les moyens. Tu donnes tes tripes. C'est joli. Hein. On va se quitter là-dessus. On va remercier 1000 fois Florence qui est venue consacrer du temps entre son job et la petite poupée qui l'attend. On va la libérer, on la remercie vraiment. On te souhaite beaucoup de santé, beaucoup de joie et encore plein d'émotions avec les œuvres d'art. Merci à toi. Ça, on l'a bien compris. On va bien l'intégrer. On va remercier Nathan et Maëva pour la partie technique, qui nous accompagne avec beaucoup de gentillesse et de sourire. Et puis, je vais juste, bien sûr, avant de vous quitter, qu'on n'oublie pas que vous pouvez commenter, liker, partager, faire tout ce que vous voulez, vous abonner même. C'est fait pour ça. Donc, on est là pour ça, n'hésitez surtout pas. Et si vous avez envie de traiter un métier, sachant que j'ai une très jolie liste d'invités et longue, mais si vous avez envie de le mentionner, n'hésitez pas dans les commentaires. Voilà. Passez une excellente soirée. On va se quitter sur le mot d'ordre de la chaîne qui est... Est-ce que je te l'ai donné, le mot d'ordre de la chaîne ? Même pas. Et derrière la caméra, là, vous le connaissez, le mot d'ordre, c'est... Soyez vous-même. Soyez vous-même. Passez une très bonne soirée.